De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières, et Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Alors, Abdelkerim, vous voulez intervenir sur la relation Afrique-Chine. Est-ce que c'est à la Chine de sauver l'Afrique? Vous avez employé ce mot quand même. Oui, parce que j'ai regardé à peu près ce qui se passe depuis 2000 jusqu'à 2018. Qu'est-ce que la Chine a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique a pu profiter de cette matière? De toute façon, la Chine s'intéresse à l'Afrique pour ses matières premières. Il ne faut pas se fermer les yeux. Alors la Chine ne voit pas l'Afrique comme un marché, mais comme un fournisseur. Marché, parce que les Africains seront 2 milliards bientôt, dans quelques années. Non, mais le problème fondamental de l'échec de l'Afrique depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'était quoi? C'est qu'on a vendu toutes nos matières premières brutes sans les transformer sur notre continent et en les vendant à des prix complètement dérisoires. Qu'est-ce qu'elle fait, la Chine? La Chine, elle fait exactement la même chose. Elle achète des matières premières pour la transformer chez elle. Si nos dirigeants ont l'intelligence, dans leurs négociations avec la Chine, de pouvoir déjà négocier le transfert de technologies, exiger la transformation des matières premières sur nos territoires pour qu'il y ait une valeur ajoutée locale, que des emplois se créent. Ça se passe un peu dans le domaine des services en Éthiopie, au Kenya et en Angola. Mais pour les matières premières, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, nos dirigeants doivent, dans leurs négociations, exiger ce transfert de technologie qui a manqué aux Africains, ce transfert de savoir-faire, de transformation des matières premières et de création des industries sur place en Afrique, afin que l'Afrique puisse se développer. Il nous faut absolument cela. Le problème, le danger de la Chine actuelle, c'est que la Chine est en train d'hypothéquer des ressources africaines. Les 60 milliards que la Chine a proposés à l'Afrique, ce n'est pas gratuit. La Chine exige en contrepartie que ces 60 milliards, soit tous les projets qui émanent de ces 60 milliards, soient donnés à des entreprises chinoises. Et que font les entreprises chinoises? Comment ça fonctionne, les entreprises chinoises en Afrique? Les entreprises chinoises viennent avec leurs ouvriers, leurs technologies et donnent des clés en main, des bâtiments, des routes, tout ce que vous voulez, donnent clés en main à nos dirigeants. C'est vrai qu'il y a des infrastructures, mais ça ne favorise pas un développement d'industrie locale et de main-d'œuvre locale. Pour cela que c'est un danger. Et le deuxième, c'est le fait que les prêts sont hypothéqués sur nos ressources. On donne de l'argent et en contrepartie, la Chine a des concessions pour ses entreprises minières et minéralières. C'est très dangereux. Si nos États n'ont pas payé cette dette, la Chine va se servir dans nos ressources à des années, dizaines, vingtaines d'années. Finalement, on se retrouve à complètement vendre nos ressources et nos ressources seront la propriété de la Chine. Alors, c'est ce danger. Est-ce que nos États sont dans un rapport de force économique, politique, où vous voulez, pour négocier comme il se doit? Alors justement, ce partenariat interroge sur ce qu'il y a finalement de nouveau dans cette coopération avec la Chine par rapport à celle menée avec les anciennes puissances coloniales. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau parce que sous le soleil. Pas sous le soleil, hélas. On ne voit pas les choses de la même manière. Excusez-moi, ce n'est pas sous le soleil en dessous du soleil que moi je regarde. Je regarde plutôt en dessous du sol africain. Il n'y a rien de nouveau. Le sol africain est exploité depuis des siècles maintenant à cause de l'instantanéité de la vision de nos dirigeants. Je vais m'expliquer. Nous parlons de la Chine aujourd'hui. Or, la Chine a parlé de l'Afrique il y a 30-40 ans. La première mission chinoise en Afrique, c'était à l'époque où les Chinois venaient nous construire des palais du peuple, les stades et les ponts. Oui. Connaissez-vous des Chinois qui sont restés en Afrique à l'époque? Oui. Non. Au Tchad, oui. Très peu. En tout cas, moi je connais. Vous m'avez posé la question, je vous dis oui. Moi, je peux vous dire que c'est très marginal. À RDC, par exemple, ils ont construit le palais du peuple. Congo-Brazza, ils ont construit aussi certaines infrastructures. Je ne connais pas beaucoup de Chinois qui habitaient, qui sont restés après ça. Ils sont presque tous rentrés. Si nous allons au Ghana, au Cameroun, c'est pareil. Dans la plupart des pays, quand les Chinois étaient venus construire, ils sont rentrés. Même ici en France, il y a 30-40 ans, ils habitaient des baraques. Ils construisaient des navires, des choses, plein d'infrastructures, et ils mangeaient des bols de riz. Et vous savez, pendant ce temps, qu'est-ce que les dirigeants chinois faisaient? Ils prenaient les salaires de leurs ressortissants, conversaient sur leur compte, la Bank of China, qui ramenaient chez eux au pays. Et c'est cet argent aujourd'hui qui a permis aux Chinois d'avoir des capitaux
qui leur permettent d'habiter des belles maisons, d'avoir des belles routes, et qui permet à leur pays d'avoir aujourd'hui la première banque d'exportation et d'importation au monde, la Chine Bank Impex, qui est aujourd'hui capable de se débloquer 60 milliards alors qu'aucune banque au monde n'est capable de le faire. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que nous pensons parler à la Chine parce que nous avons les matières premières. Vivez sur une mine et n'ayez pas du pain, vous sortirez de votre mine pour aller chercher du pain. Et le boulanger, pendant ce temps, enverra ses enfants pour aller prendre votre diamant alors que vous êtes allé chercher du pain. C'est ce que je veux faire comprendre à notre jeunesse. Donc vous souciez, c'est très louable, c'est très noble et moi j'apprécie ça. Je fais partie de cette jeunesse, je suis jeune, très jeune même. Mais simplement je dis, notre jeunesse doit pouvoir comprendre ce que vous dites. Ce n'est pas à l'instant là qui nous intéresse. Dans 30 ans, quand les contrats vont se terminer, qui viendra après la Chine? Parce que là déjà nous n'avons rien à faire. Nos aînés, que les dirigeants, que les pays soi-disant démocratiques ont aidé à s'installer au pouvoir, se sont retournés contre eux, ce sont eux qui signent les contrats avec la Chine. Ce n'est pas les dirigeants que la Chine a choisis. Mais demain, que fera la Chine pour assurer ses intérêts? Elle va imposer à son tour des régimes dans notre pays, dans nos pays en Afrique. Et nous, maintenant, jeunesse africaine, c'est le moment de réfléchir. Pour dire pourquoi on doit toujours être les dindons de la farce des autres, mis en scène par les autres. Dans 30 ans, la Chine voudra avoir des dirigeants. Alors nous devons penser qu'est-ce que nous devons faire dans 30 ans pour avoir nos propres dirigeants. Donc, vous êtes pour ne d'accord? pas nous retrouver dans la situation. Nzamba. La Chine n'est pas pire que ceux qui étaient là hier. La Chine n'est pas pire que les FMI qui a fait les plans. La question, ce n'est pas au pire ou pas pire. La question, non, mais il ne faut pas faire un concours. On va s'en sortir. Comment nous, on va s'en sortir? C'est ça la question que j'ai posée. C'est que la jeunesse africaine doit prendre son destin en main sans se laisser ni influencer par la Chine ou qui que ce soit. C'est à l'Afrique et à la jeunesse africaine de tracer son destin et son modèle sociétal et avec qui discuter. Mais pour cela, il faut avoir les moyens de créer un rapport de force pour discuter avec les gens. Nous, on n'a pas ces moyens de rapport de force, c'est à nous de le faire. Quand je vous ai dit... Mais ces moyens de force... Alors, Brice Nzamba, quand je vous ai dit... qui veut intervenir depuis tout à l'heure. Ce que je constate, moi, c'est que les deux disent la même chose, mais avec des arguments différents. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Occident qui viendront sauver l'Afrique. Alors, la question, moi, je me dis que, comme on le sait, aucun peuple ne développe un autre peuple, il se développe lui-même. Voilà. C'est-à-dire que nous, en fait, c'est un peu une mentalité africaine qu'on a, excusez-moi, c'est pas pour essentialiser, c'est qu'on pense toujours que le salut viendra. On a même suivi un chef d'État qui disait que oui, il faut qu'on fasse des affaires avec les gens qui nous aiment. Mais c'est pas ça. On n'est pas dans un concours de qui m'aime le plus, donc me prête le plus d'argent. On n'est pas. La politique, c'est une question d'intérêt. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité d'avoir, soit en choisissant, soit en subissant des dirigeants qui n'ont pas de vision de nature à assurer les intérêts collectifs des peuples pour lesquels ils ont la charge. Et donc, nous subissons de cela. Et donc, la première responsabilité, c'est la responsabilité d'abord des populations, de l'élite d'abord. La première responsabilité, c'est la responsabilité de l'élite intellectuelle politique, puisque c'est l'élite qui est censée voir, puisque l'élite, c'est la vision du peuple. C'est l'élite qui doit penser, concevoir la vision, et l'élite doit partager cette vision au peuple. À partir de ces moments-là, le peuple sait quels sont les gens ou quel est le groupe, quelles sont les personnalités qui sont pour ses intérêts et vont voter pour ces gens-là. Or, aujourd'hui, nous avons la course vers les diplômes. Les gens, ils vont en Occident, ils ont des diplômes, ils rentrent pour marchander les diplômes. C'est celui qui offre le plus. Celui qui offre le plus, c'est qui? C'est celui qui détient les trésors publics. Celui qui détient le trésor public, il paye et l'intellectuel dit ce qu'on lui dit de dire. En ce moment-là, nous payons le prix de la lâcheté, il faut le dire, le prix du besoin de devenir riche sans en payer le prix, sans vraiment se battre et travailler pour devenir riche pour de vrai. C'est ça, en fait, c'est la facilité. Et les autres peuples, ils ont travaillé, les autres peuples en ont bavé, mais nous, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut des gens qui vont être capables de se dire, je veux peut-être aller en prison, mais je vais prendre des positions courageuses. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas des gens comme ça sur place, pas seulement en France, on va me dire c'est très facile pour moi de dire ça, je suis en France, mais même en France, le dire, c'est aussi une responsabilité parce qu'on prend la responsabilité de ne plus jamais rentrer chez soi parce qu'on ne va pas forcément vous accepter de rentrer. Donc c'est ça, je pense que il nous faut, à un moment donné, on est tous d'accord, il faut que la jeunesse africaine s'organise et comprenne que nous avons besoin d'un renouvellement de l'élite intellectuelle et politique dans nos pays. Parce que la plupart de ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont venus des indépendances ou dans la vague des indépendances, sans véritable vision. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Ceux qui avaient une vision, on les a mis les bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, il faut repenser tout ça. Il faut repenser tout ça. Et dans quel cadre ?
Ah ben dans un cadre panafricain. Dans un cadre panafricain. Donc du coup... Alors moi je dirais peu importe le cadre. Moi je ne veux pas mettre des obstacles. Ce qui m'intéresse moi c'est de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir discuter avec M. Mboyo, sans pour autant qu'un obstacle objectif ou idéologique puisse nous mettre des barrières alors que nous sommes tous africains. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est un cadre qui permet justement de mener à cette alternance générationnelle consciente qui pourra faire ce qu'on a dit. On ne pourra pas faire un coup d'État militaire pour le faire. Donc si on ne fait pas un coup d'État militaire, c'est de se battre à la conscientisation. Moi, je reviens encore sur quelque chose de très dangereux qu'on n'a pas évoqué au début. C'est aussi la Chine. En fait, la Chine aujourd'hui, comment la Chine tient l'Amérique? Parce que la dette chinoise que les États-Unis ont, les États-Unis ne peuvent rien faire contre la Chine. Aujourd'hui, on est passé de la dette chinoise de l'Afrique, c'est 57% du PIB africain, du continent africain. On est passé à 54% du PIB. Mais lesquelles prennent ces dettes-là? Derrière les dettes, il y a des gens qui prennent des décisions. C'est ça, il faut dire lesquels signent ces emprunts-là et qui sont en train de spolier l'avenir des jeunes Africains. Ces gens-là existent, ils ont des noms, ils ont des visages. Laissez-moi finir et vous pouvez répondre après. Ce que je disais, c'est que c'est ça la dangerosité. Si demain, de 100% du PIB africain et la dette chinoise, vous imaginez l'influence que la Chine aura sur l'Afrique? Quel dirigeant africain se permettra d'aller critiquer la Chine ou d'aller contre la volonté de la Chine? C'est ça le problème. Le FMI a tiré la sonnette d'alarme. On est déjà surendetté en Afrique. Et si encore on prend des milliards qu'on nous donne à des dirigeants, comme vous dites, qui sont dénués de toute moralité, qu'on leur donne de l'argent, ils les amassent et ils les gaspillent, comme ils le font, parce que personne ne viendra leur dire comment l'argent est utilisé, quels sont les résultats, comme les FMI, les autres le font, ils ne sont pas bons. Je suis d'accord avec vous, mais tant qu'il n'y a pas une pression extérieure contre ces dirigeants, heureusement que ce n'est pas tous les dirigeants africains, mais quand même certains pays... Mais la première pression doit être intérieure. La première pression doit être intérieure, parce que même la société civile africaine, même la société civile africaine qui est censée être la voix des sans-voix, court tout de suite après le pouvoir. C'est-à-dire qu'on les voit à la moindre occasion de changement de régime, il y a 2 ou 3 personnes de la société civile qui émargent au gouvernement. Je ne dis pas que c'est leur liberté. Voilà, c'est leur liberté. Hein, je veux dire, c'est leur liberté. Oui, c'est là où on vous mais après, on les contrôle et ça fait que le peuple n'a plus... Parce que vous savez, pour dominer un peuple, c'est simple. Je reviens sur la question des consciences. La question des consciences. Vous, aujourd'hui, vous défendez une conviction. D'accord? Vous défendez une conviction. Moi, je défends une conviction. De la jeunesse africaine, il y en a des millions qui défendent des convictions. Dans quelques années, on sera 750 millions de jeunes Africains conscients qui ont été éduqués, formés, qui arrivent sur le marché. Et cela, c'est la force de l'Afrique. Si on ne combat pas ces dirigeants qui sont en RDC, au Congo, au Tchad, au Togo, si on n'est pas solidaire entre nous, c'est ça la seule chose qui sauvera l'Afrique. Là, on est d'accord. C'est cette force-là. C'est la vision panafricaine. Il faut une vision panafricaine. C'est cette force qu'on doit le mettre en place, mais tout en vous disant que sans la démocratie, on n'arrivera pas parce qu'on n'a pas d'autre cadre à le faire. Oui, mais la démocratie, c'est un processus, cher ami. La démocratie, c'est un processus. Parce qu'il faut faire très attention avec des concepts et des idéologies prêts à exécuter. On nous a parlé des indépendances avant l'Europe. La démocratie a existé en Afrique. Mais il n'y a pas de modèle de démocratie. C'est pas l'Europe qui a inventé la démocratie. Pourquoi vous pensez que la démocratie, c'est l'Europe? Personne n'a dit ça. Il n'y a pas de modèle de démocratie. Nos sociétés sont millénaires. Pourquoi vous réduisez l'Afrique à 50 ans de colonisation? Non, mais personne ne le fait. Quand même un petit peu le temps de revenir. Vous faites les questions, vous faites les réponses. Non, mais à un moment donné, il faut quand même... un don extraordinaire. Alors, je voudrais quand même qu'on ait un petit peu plus de temps pour revenir sur la question de l'endettement. Alors, on a comme souvent l'impression que la présence de la Chine sur le continent, c'est d'abord des aides, mais en réalité, ce sont avant tout des prêts. Et l'envers du décor, c'est que la dette, notamment pour des pays comme Djibouti, la dette dépasse désormais les 85% du PIB. C'est véritablement énorme. Djibouti, dont la dette auprès de Pékin a atteint 132 milliards de dollars depuis 20 ans. Ce partenariat avec la Chine se fait au péril de l'Afrique, Patrick Mboyo? Toujours au péril de l'Afrique, hélas. Pour le Cameroun, c'est 72% de la dette publique, de la dette publique bilatérale, ce qui est vraiment énorme pour un pays comme celui-là. Alors, si on comptabilise la période au cours de laquelle cette dette a flambé, en 10-15 ans, ça ne date pas de très longtemps, hélas. Ce que nous devons comprendre derrière ces faits, nous parlons de l'Afrique, c'est 53 États. 53 États qui ont des spécificités, qui sont généralement pauvres.
qui sont généralement sous-développées que tout le reste des régions du monde. Il y a 20, 30 ans, on était à peu près au même niveau que certains pays d'Asie centrale, hein, et de l'Asie du Sud, à peu près au même niveau que certains pays de l'Amérique latine. Aujourd'hui, sur les 30 dernières années, toutes les régions du monde ont progressé économiquement et socialement. Partout dans le monde, le niveau de vie a augmenté, sauf en Afrique, et l'Afrique subsaharienne jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, hormis l'Afrique du Sud, hormis la zone, je pourrais dire, hors tropique de l'Afrique, la zone tropicale africaine est restée relativement pauvre et pas de progrès. Pourquoi il n'y a pas de progrès? Il faut se demander. Et ce sont ces dirigeants qui sont toujours les mêmes à courir derrière la Chine, derrière l'Inde. Nous avons aujourd'hui même un sommet Turquie-Afrique qui va se préparer, qui va avoir lieu. Demain, nous aurons un sommet Canada-Afrique, Australie-Afrique, ça se prépare. Un sommet a failli avoir lieu l'année dernière, Israël-Afrique. Donc, c'est toujours ce qui... en fait, l'Afrique est devenue comme cette, excusez-moi, cette belle voiture à la mode, hein, que tout le monde, pour montrer un petit peu son signe extérieur de richesse, cherche à acquérir pour pouvoir montrer que je suis assez puissant, on doit me respecter. Nous devons dépasser ce stade-là. La jeunesse africaine, bien sûr... Bien se mettre en position de jouer justement de cette concurrence et pouvoir en profiter. Exactement. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts. Il faut être... Il faut construire. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui de jouer à part égale avec ces puissances économiquement. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes très loin, très loin. Mais on peut rattraper avec la volonté politique. Oui, mais c'est le débat, cher ami. C'est le débat. Donc, chers camarades, regardez, la Chine aujourd'hui a investi 200 milliards de dollars. Et là, après le forum, ils ont décidé qu'ils vont atteindre 400 milliards d'ici 2020. Tous ces sommes d'argent. Il faut déjà faire un bilan. Il faut déjà faire un bilan. Est-ce qu'il a été fait déjà des bilans? Juste pour compléter. Cette somme qui est en train d'être déversée en Afrique, sans cette bonne gouvernance, comme vous le dites, parce que ça ne nous appartient pas, cet argent. C'est sûr. C'est pas notre argent. Parce que déjà, juste en renforçant... parce qu'on arrive au terme de cette émission. Juste pour renforcer ce que vient de dire monsieur Abdelkrim, voilà, j'ai pu le prononcer ces noms, voilà, Abdelkrim. En fait, c'est en 2008, on a 40 milliards de dollars investis par la Chine en Afrique, 2008. On arrive en 2012, ça passe de 40 milliards à 200 milliards. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors moi, je me dis, à un moment donné, il faut faire un bilan. C'est-à-dire que tous ces milliards qui ont été déversés en Afrique, il y a des endroits, on ne va pas dire que tout ça, ça n'a servi à rien. Il y a l'Éthiopie qui essaie de tirer son épingle du jeu parce que l'Éthiopie, elle a pu négocier pour avoir des possibilités d'industrialisation sur place et de transfert de technologies et de savoir-faire. Mais pour le reste, je parle surtout de l'Afrique centrale. Je vois le Congo démocratique, je vois la République du Congo, le Tchad, etc. C'est de l'argent qui arrive, on ne sait pas où ça va. On sait où ça va, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas où ça va. On sait où ça va, mais en tout cas, ce n'est pas pour financer les projets pour lesquels cet argent était censé être emprunté. Alors, donc, on aura bien sûr l'occasion d'en parler, des relations entre l'Afrique et la Chine. Nous devions également parler de la reprise des manifestations au Niger contre la loi de finances. Malheureusement, ou peut-être heureusement aussi, on s'est beaucoup pétalé sur le forum Afrique-Chine. On en reparle bien sûr demain donc, de la reprise des manifestations au Niger. Pour le Niger, je dirais simplement un mot rapidement, si vous permettez, c'est que ce n'est qu'un prélude à quelque chose que j'avais dit ici la saison précédente, c'est que le président du Niger s'est lancé dans une démarche dangereuse, périlleuse pour son pays. Sa dérive dictatoriale, autocratique, va mener le Niger très loin et ce n'est que le début. Bon. Alors, on en parle demain. Merci beaucoup à nos invités. Patrick Boyo, je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Abdelkerim Yacoub Kondongoumi, vous êtes le coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation Internet sans frontières. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent ce soir. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonsoir.